Parle. Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette clinique des forces fraîches qui rentre un peu dans la lignée de la conversation sur l'immobilier collectif qu'on a entamé il y a plusieurs années. Donc, on a adressé aussi au sommet des forces fraîches en octobre dernier à Rivière-du-Loup. Et donc, dans le fond, on a eu la chance de discuter avec Caroline et André à plusieurs reprises là, dans les derniers mois, dont au Grand Remous. Et on trouvait que c'était vraiment une belle opportunité de leur donner une tribune pour aller au bout de cette histoire-là, de cette coop qui a près de 40 ans, qui protège près d'une trentaine là, de bâtiments patrimoniaux, qui a un volet résidentiel, qui a un volet commerçant. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de grandes réflexions, de leçons à retirer de votre expérience. Donc, sans plus tarder, Caroline, André, la parole est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre belle rencontre. On est vraiment contente de vous parler de la coopérative du quartier du Champlain. Je commence par tenter un partage d'écran ici. Donc, on y va avec, comme on le disait tout à l'heure, la coopérative du quartier du Champlain souligne ses 40 ans. Un 40 ans de bon voisinage. Toute l'année, on célèbre le 40e anniversaire jusqu'au 11 novembre avec différentes initiatives. Aujourd'hui, on vous accueille pour vous parler de comment des artisans et commerçants ont repris collectivement 29 bâtiments du quartier du Champlain pour préserver un lieu patrimonial vivant et créatif. Puis ça commence au tout début, en fait, de la Nouvelle-France. On parle ici dans le quartier du Champlain, on accueille la plus ancienne artère commerciale en Amérique du Nord, la rue du Champlain, qui était tout près, en fait, de la demeure de Samuel de Champlain de Place Royale. Et le quartier de Champlain a vécu différentes époques. Fut une époque où le quartier était très prospère, considérant sa proximité au port, puis de toutes les affaires qui s'y tramaient. Et fut d'autres époques où il était moins. On peut voir sur cette photo-là, par exemple, des immeubles qui sont plutôt délabrés. Euh, Caroline, ta oui, présentation, elle déroule pas. On a ton image d'accueil avec tes notes avec les images sur le côté. OK. bon, est-ce que vous voyez que ça change ici? Oui, mais on voit toujours ton cadre de PowerPoint, mais c'est pas grave. OK. Dans le fond, on est sur plusieurs écrans. Je suis désolée pour le bug ici. Euh, puis quand je me mets en mode présentation, en tout cas, on va fonctionner comme ça pour aujourd'hui. Ben oui, pas de stress. On y va comme ça. En même temps, ça me permet de voir les slides, les prochaines slides. Donc, voilà, de toute manière, je suis au début. Le grand rêve du petit Champlain. Euh, donc, dans les années 70, je reprends où j'étais, le quartier était dans un état plutôt lamentable, où il y avait encore des familles qui vivaient, mais les immeubles étaient comme, certains étaient laissés à l'abandon, mais la plupart d'entre eux étaient habités, mais quand même à l'extérieur, on sentait comme un état de décrépitude avancée, où il y avait même eu des projets à Place Royale où il y avait comme de grands budgets qui étaient mis là pour restaurer et reconstruire les immeubles. On parlait que le quartier de Champlain pourrait être un jour un stationnement pour accueillir les visiteurs pour Place Royale, euh, qui avait des gros budgets pour être reconstruits. Donc, on a deux visionnaires qui sont intervenus dans les années 70, Jacques Deblois et Jerry Paris, qui avaient comme envie d'avoir un nouveau projet. Ils étaient à une époque où ils auraient pu prendre leur retraite, mais ils ont plutôt décidé de s'inspirer de ce qui était fait en Europe et aux États-Unis pour acheter, de se trouver un nouveau projet, acheter des îlots de maisons pour pouvoir les restaurer puis leur rendre en fait leur beauté d'origine. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans le quartier du Champlain. Ils ont vu les immeubles qui étaient en fait dans un mauvais état, mais qui avaient énormément de potentiel. Euh, on voyait des immeubles très, très anciens de différentes époques. On en a même un de 1606 dans ces eaux-là, qui avait besoin de beaucoup d'amour, mais qui avait vraiment beaucoup de potentiel pour refaire un beau quartier de ces immeubles-là. Donc, ils ont mis tout leur cœur, ils ont même travaillé eux-mêmes sur différents immeubles, ils ont rassemblé des équipes et entrepreneurs pour pouvoir restaurer les immeubles et non les reconstruire. Donc, on peut parler d'un écoquartier, puisqu'il y avait beaucoup de réutilisation de matière. Ils allaient même
jusqu'à prendre par exemple, des poteaux de clôture pour pouvoir refaire des poteaux en fait, d'affiches, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de réutilisation puis d'innovation déjà à cette époque-là. Le quartier, petit à petit, s'est reconstruit, s'est refait une beauté. Ils ont mis des couleurs vives, ils ont rassemblé aussi des artisans, puisque au niveau du rez-de-chaussée, il y avait des locaux qui pouvaient être occupés par des commerces. Et puis, à l'époque, il y avait encore cette espèce de peur-là d'aller dans le quartier. Comme les locaux étaient comme très peu dispendieux pour la location, ben, des artisans sont venus qu'à s'établir dans le quartier pour développer leurs affaires. Euh, Puis, lorsqu'on parle d'artisans, on parle aussi beaucoup de créateurs. Donc, on avait déjà une ambiance très artistique dans le quartier du Champlain à l'époque, où tous les gens sur place mettaient beaucoup de cœur et de volonté pour pouvoir aussi participer à la restauration du quartier à l'intérieur des immeubles comme à l'extérieur, puis de bonifier l'expérience pour attirer des visiteurs. Les projets se sont multipliés. Les immeubles ont fini par être de plus en plus restaurés. Les voisins ont suivi parce qu'ils ont acheté certains immeubles, puis d'autres ne l'étaient pas à Jean Quégéry, mais on a senti comme déjà une philosophie puis une envie de restauration. Ça leur a pris 15 ans porter leur projet puis restaurer le quartier petit à petit. Euh, 15 ans plus tard, on a plusieurs commerces d'ouverts, on a des artisans sur place qui travaillent, on a un milieu de vie, on a des résidents en haut dans les logements. Jacques et Géry souhaitent se retirer pour des raisons notamment de santé et doivent vendre le parc immobilier. Ils ont des offres étrangères, mais il y a une pression quand même sociale de conserver ce parc immobilier-là qui est si précieux et patrimonial aux mains en fait, d'un propriétaire local québécois. De cette manière-là est venue l'idée de la création d'une coopérative. Donc, on peut voir ici sur cette photo la première photo du premier CA, la photo du premier CA de la coopérative du quartier du Champlain. Elle est constituée des commerçants sur place à l'époque qui occupent des locaux dans le quartier du Champlain pour pouvoir créer cette coop qui était unique puis qui est encore tout à fait exceptionnelle. À l'époque, on le sent que c'est des commerçants qui sont artisans, l'ambiance est tout à fait décontractée, puis c'est encore quelque chose qui teinte l'ADN de la coopérative aujourd'hui. On peut voir à gauche sur la photo, c'est Juan qui avait la boutique Ibiza à l'époque. Aujourd'hui, la boutique est encore ouverte, elle est ouverte depuis plus d'une trentaine d'années. On voit des membres qui sont dans le parc Félix-Leclerc, qui se rassemblent déjà pour une assemblée. Euh, c'est toute une collectivité qui est comme très tissée serrée, qui se crée alors la coopérative prend vie. Elle devient de plus en plus professionnelle, continue de restaurer les immeubles, en acquiert d'autres. Donc, à l'époque où la coopérative s'est formée, il y avait 23 immeubles. Il y a un dessin ici qui a été fait par Monsieur de Blois où il y a 25 immeubles dans le quartier du Champlain. Aujourd'hui, la coopérative a 29 immeubles, 45 membres, une quarantaine de logements. En fait, les espaces sont tous occupés, soit par des résidents à long terme. On n'a pas de Airbnb. On est très axé sur le développement durable. Les membres sont encore les commerçants et l'équipe grossit de plus en plus, puis on souhaite encore développer. Aujourd'hui, comme je disais, 45 membres, 10 employés, on a 29 immeubles. Puis ce qui est encore plus innovant au-delà de la formule de la coopérative du quartier de Champlain, c'est qu'elle porte la dynamisation depuis sa création, même depuis avant ça. Tantôt, comme je disais, il y avait beaucoup de créateurs, il y avait beaucoup déjà d'artistes qui souhaitaient innover puis faire différent. Ben, aujourd'hui, la coopérative du quartier de Champlain porte un regroupement de gens d'affaires du quartier de Champlain et Place Royale. Puis on se rappellera aussi que tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'à une époque, quartier de Champlain aurait pu devenir le stationnement de Place Royale, mais aujourd'hui, ce qui est encore plus amusant, c'est de penser que le quartier de Champlain porte la dynamisation des quartiers Petit Champlain et Place Royale, en fait, et a créé différents projets innovants. Puis c'est venu en fait en place il y a 10 ans lors d'une alliance commerciale entre la coopérative et la SODEC, qui est toujours propriétaire du parc immobilier du côté de Place Royale, où on nous a demandé de porter différents mandats de dynamisation et des projets innovants. Donc, la coopérative du quartier du Champlain a encore les immeubles qui sont en couleur.
représente aujourd'hui aussi des non-membres, puis représente en plus Place Royale à la ville pour tout ce qui est de la dynamisation. Donc, elle porte deux chapeaux, celui de gestionnaire de parc immobilier, de son parc immobilier, mais aussi de leader du regroupement de gens d'affaires Petit Champlain et Place Royale. Au fil des années, on a porté différents projets très innovants. Initialement, on décorait beaucoup la rue du Petit Champlain. Dans le fond, avec les sapins, tout ça, c'était fait comme vraiment à l'interne. L'équipe en place mettait les sapins avec de la famille, tout ça. Puis au fil du temps, on a pu développer des projets avec le support de la Ville de Québec pour bonifier l'illumination dans les rues, étendre sur les autres tronçons secondaires, porter des projets, par exemple, sur la rue du Cul-de-Sac, décorer les parcs à l'année, créer des événements qui rassemblent la clientèle locale aussi, pour pas ne dépendre que du tourisme en été. Et Place Royale avec son sapin géant notamment. Dans le fond, c'est une des premières idées qu'on a eues il y a à peu près 8 ans de mettre en place ce sapin-là, l'illuminer. À l'hiver, on fait venir différentes chorales. On a une belle entente avec Flip Fabric. On essaie toujours de penser différemment. On met des foyers. Et je sais pas si vous avez vu passer notre projet des parapluies. En fait, c'est une idée que j'ai eue un moment donné en voyage en Europe où je me suis dit, c'est magnifique, un plafond de parapluie en Italie, pourquoi pas au Petit Champlain. Puis là, on a décidé de mettre ça en place sur la rue du Cul-de-Sac. Puis c'est devenu un projet signature. Chaque projet semble simple, mais est assez complexe. On doit quand même faire preuve de grand professionnalisme auprès de la ville pour pouvoir se faire accepter ce type de projet-là. Par exemple, les parapluies, ça semble simple, mais pour qu'on puisse mettre en place ce projet-là, on doit comme avoir un système de déclenchement rapide qui, par une seule manœuvre, fait descendre les parapluies pour pouvoir permettre les interventions des pompiers ou policiers. Bref, rien n'est laissé au hasard. On fait vraiment attention à chaque petit détail pour pouvoir mettre en place des projets structurants. Puis, un nouveau projet, je ne sais pas si vous avez vu passer sur nos réseaux sociaux, un nouveau projet a été lancé aujourd'hui, la venue prochaine, dès le mois de mai, des œuvres de l'artiste Pony de Montréal. C'est une exposition extérieure qui est portée par la coopérative du quartier de Champlain, euh, qui va accueillir 4 œuvres géantes dans le quartier de Champlain et à Place Royale du mois de mai jusqu'au mois d'août. Donc, je vous invite à nous suivre pour en savoir plus. On est vraiment content de pouvoir continuer d'explorer des nouvelles avenues innovantes pour pouvoir surprendre les gens puis attirer la clientèle locale et régionale dans les rues du quartier de Champlain. Je passe la parole à André. Bonjour. Alors, j'ai la chance d'avoir pris la direction générale du Petit Champlain en janvier de cette année. Et puis, ben voilà, ça réunit absolument tous mes champs d'intérêt. Caroline, peux-tu cesser ton partage pour que je puisse Oui. passer au mien? Alors, oui, c'est ça, ça combine tous mes intérêts, notamment mes intérêts en patrimoine, en culture, mais aussi en entrepreneuriat collectif, puisque j'ai travaillé avant ce mandat-ci, donc à la Coopérative de développement régional du Québec pour coordonner un plan d'action en tourisme et loisirs. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, l'écran 2 ici. Voilà. Alors, c'est parti, vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, j'ai effectivement pris la direction donc, de la coopérative en janvier. Ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, Caroline disait, ce sont les commerçants qui ont repris collectivement l'entreprise développée par deux visionnaires. Comme ce sont les commerçants qui ont repris, donc qui sont les membres de la coopérative, il s'agit donc d'une coopérative de producteurs, puisque leur lien d'affaires avec la coopérative, c'est pour exercer donc leur métier. Donc, comme le veut une coopérative de producteurs, ben, la coopérative va rendre des biens et services à ses membres. Dans le cas qui nous intéresse, ben, il s'agit principalement du loyer, donc d'un local commercial, mais aussi de tout un soutien à la promotion de leur commerce et du quartier et d'autres services connexes. Donc,
pour les premiers, les membres fondateurs, les motivations premières, ben, c'était de pouvoir poursuivre l'opération de leur commerce dans l'esprit donc du grand rêve du petit Champlain et non pas de voir leur commerce menacé par exemple, la scission du parc immobilier entre plusieurs propriétaires ou encore la prise de possession par un tiers qui n'aurait pas eu un intérêt collectif et qui aurait pu amener les orientations vers d'autres avenues. Ou encore d'augmenter considérablement le prix de leur loyer. Donc, on sait, hein, ça arrive souvent sur les rues principales, dans les cœurs de village, des propriétaires qui possèdent des immeubles en espérant en tirer le meilleur profit. Dès qu'ils ont la chance, ben, ils peuvent hausser tellement les loyers que ce n'est plus rentable pour le commerçant qui se voit obligé de fermer son commerce. Donc, ça leur permettait de contrôler le prix de leur loyer, contrôler l'identité, mais aussi contrôler le mix marchand. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant dans le quartier Petit-Champlain. Il y a vraiment une attention portée sur la sélection des commerces pour qu'ils soient complémentaires. C'est bien sûr une coopérative. Donc, oui, il y a de rendre des services, mais il y a une mission qui est plus grande. Alors, elle se lit comme suit: protéger et promouvoir le patrimoine du quartier Petit-Champlain comme produit commercial, culturel et touristique, offrant des produits authentiques, originaux, distinctifs et où une importance est apportée aux produits québécois. Donc, on sent qu'il y a bien sûr la mission de servir ses membres, mais il y a la mission plus grande de servir l'ensemble de ses membres, mais aussi plus largement le collectif. Vous savez que le quartier Petit-Champlain est même dans le passeport canadien. Donc, c'est une façon de dire que c'est quand même une attraction touristique, un lieu touristique qui est connu de par le monde. Le modèle d'affaires repose à 85 sur les revenus locatifs. Nous avons 45 locaux commerciaux qui sont occupés par nos membres, à qui on charge également des frais d'exploitation et également des revenus résidentiels. On a 42 appartements. Il y a les revenus promotionnels qui sont composés donc du fonds de promotion versé par les membres, mais aussi un mandat qui nous est confié par la SODEC, donc le propriétaire des immeubles de Place Royale, pour qu'on fasse la promotion des commerces de Place Royale puis qu'on attire de la clientèle de ce côté-là. Comme on faisait bien le travail, la Ville de Québec a confié d'abord des subventions à la coopérative pour qu'on puisse rehausser le niveau d'action au niveau de la promotion des deux quartiers, nous amenant à occuper un leadership pour animer le regroupement des gens d'affaires non légalement constitués. Donc, c'est une forme de mutualisation où on a commencé par une entente, puis tranquillement, pas vite, il y a eu la reconnaissance et maintenant, c'est vraiment la coopérative qui agit en collaboration, bien sûr, avec les parties prenantes pour animer ce regroupement de gens d'affaires-là, qui est un peu comme une SDC pour ceux qui connaissent bien le concept. Par contre, 85 de nos revenus, c'est l'immobilier. Donc, le reste, c'est le marketing, c'est, on va dire, marginal, mais c'est ce qui fait que tout le monde connaît le quartier Petit-Champlain. Et c'est fabuleux parce que quand je me présente et que j'annonce que je suis à la coopérative du Petit-Champlain, les gens ne connaissent pas la coopérative et ils ne savent surtout pas que les bâtiments sont la propriété d'une coopérative. Alors, je trouve ça absolument fascinant. Et puis, en même temps, c'est normal parce que Caroline, dans son rôle de directrice marketing et de la promotion, mais elle a fait la promotion des commerces pour que les citoyens et les visiteurs viennent visiter les commerces. Hein. C'est, dans le fond, les commerçants qui font vivre la coopérative, qui animent le territoire et qui préservent et qui mettent en valeur les bâtiments. On a une gouvernance que je dirais exemplaire. Vraiment, on a une assemblée générale des membres, bien entendu. Il y a une vie associative qui est animée avec quelques activités par année. Je dirais que c'est intéressant parce que on est sur un territoire, hein, on est vraiment dans le développement territorial. C'est un petit territoire, donc on se croise dans les rues aussi.
On a plusieurs occasions de se fréquenter. On va dans les commerces les uns des autres. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort à l'égard de la coopérative. On a un conseil d'administration qui est composé de 8 commerçants. On s'assure qu'il y a une représentativité, donc restaurateurs, boutiques, gourmandises, bon, etc., qu'on ait une diversité et puis qu'ils ne soient pas tous au même lieu géographique, pas juste sur la rue du Petit Champlain, qu'on ait un commerçant qui est boulevard Champlain, un autre Petit Champlain, etc. Et on a une administratrice qui est non membre et qui est choisie pour son expertise. Alors, depuis quelques années, c'est Myriam Michaud, qui est prof à la Télé-Université, qui est spécialiste en gouvernance des entreprises collectives. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous amène toujours à se questionner pour améliorer les pratiques de la coopérative et de sa gouvernance. On a des comités qui se réunissent quand même assez régulièrement pour s'assurer que les grandes orientations stratégiques, que les politiques, tout ça, ce soit bien à jour. Donc, comité finances, immobilier et politique. On est une équipe de 10 personnes. J'assure la direction générale, Caroline, marketing et promotion, puis elle a une chargée de projet très dynamique et versatile, je dirais, au niveau du marketing et la promotion. On a un directeur des opérations immobilières qui, lui, compte une équipe de 5 personnes et on a notre direction des finances. Alors, voici quelques images donc des membres de la coopérative qui se réunissent au moins une fois par année. Donc, on a différentes époques. C'est toujours agréable. Il y a des visages qui reviennent d'année en année. Il y a aussi des commerces qui ont changé de main pour être transmis aux enfants ou encore à un tiers. Il y a quand même plusieurs commerces qui sont là depuis les débuts. Les facteurs de succès de la coopérative, c'est une vision claire et partagée. Si ça vous intéresse, il y a un documentaire qui est disponible sur YouTube qui s'intitule Le grand rêve du Petit Champlain. Et donc, ça nous mène jusqu'au début de la coopérative, ça nous raconte l'histoire et puis on est encore très près de ça. On a d'ailleurs, j'ai amené mon équipe faire une activité spéciale pour un rendez-vous trimestriel, puis on avait précédemment regardé le documentaire, puis on en a discuté pour être sûr que cette vision-là, Grand rêve du Petit Champlain, il perdure puis il s'actualise dans le temps. Je parlais de la gouvernance vie associative. On a donc des règlements généraux qui sont vraiment bien conçus, puis des politiques qui font un petit peu de notre distinction. Je dirais qu'il y a celle de la saine gestion des excédents et des fonds dédiés qu'on appelait le fonds de capitalisation. Donc, c'est vraiment l'idée de avoir une réserve qui va nous permettre de pallier des risques. Des risques comme, par exemple, faire face à une pandémie. Durant la pandémie, donc, la coopérative a soutenu ses membres en leur offrant un congé de loyer, des accommodements financiers et puis des encouragements pour qu'ils puissent rester, pour que le quartier puisse rester animé dans la mesure du possible avec les règles sanitaires. Et à l'issue de la pandémie, il n'y a aucun commerce qui a fermé pour cette raison-là. La coopérative a pris cette décision-là avec solidarité, mais aussi avec un grand sens des responsabilités parce qu'il fallait s'assurer que la coopérative ne serait pas menacée par ça. On a aussi une politique pour l'attribution d'un local commercial. Les critères sont très sévères. Les commerces doivent respecter la mission. Ils doivent amener un complément au mix marchand et privilégier les produits locaux. On n'a aucune chaîne, à l'exception du cochon dingue qui est le premier cochon dingue de tous, qui est là depuis le début. Et on a un autre commerce qui bénéficie d'un droit acquis puisque nous avons acheté le bâtiment lorsqu'il était déjà locataire. On applique les principes du management responsable. On apporte une attention particulière à la sélection des experts et des fournisseurs. Je dois dire, on est membre de la coopérative de développement régional du Québec et on fait appel aussi au consortium des entreprises collectives pour avoir accès à des spécialistes, dont un avocat spécialisé en droit des coopératives. Nous avons travaillé aussi
pour le plan de développement stratégique du regroupement de gens d'affaires avec Patrice Blais, avec qui j'ai travaillé à la coopérative de développement régional. Donc, des gens qui comprennent bien l'esprit coop. Également pour le marketing, le pavoisement, donc on fait appel à des équipes qui sont créatives, qui sont attentives. On ne peut pas faire n'importe quoi dans un bâtiment ancien. Et puis, je mentionnais le soutien aux membres tout à l'heure. On a vraiment comme vision de léguer un patrimoine collectif qui soit rayonnant et qui soit pérenne. C'est pour ça qu'on a déployé il y a quelques années un projet de valorisation du patrimoine immobilier. C'est vraiment dans cette idée-là que les bâtiments que la coopérative possède ne sont pas juste importants pour la coopérative, mais bien pour la collectivité et même pour carrément notre nation. Nous avons pu ainsi obtenir du financement du PIEC, le programme d'immobilisation des entreprises collectives. La Ville de Québec nous soutient à travers ses différents programmes normés de restauration du patrimoine. On a également le soutien du risque Investissement Québec et Desjardins. Et puis, chaque fois qu'on fait une intervention, c'est dans cette idée-là de maintenir puis valoriser le patrimoine immobilier. On a aussi une offre culturelle et expérientielle qui est distinctive, avec notamment le théâtre Petit Champlain que la coopérative a permis de créer et qu'on soutient, avec les animations urbaines qui sont magnifiques, puis le pavoisement dont Caroline parlait. Le mix marchand, puis la qualité de l'offre commerciale, c'est vraiment quelque chose d'important. On veut que le Petit Champlain, ce soit d'abord et avant tout intéressant pour les gens de Québec. Pour que les gens de Québec se disent, ah, j'ai besoin de quelque chose, je vais aller magasiner dans le Petit Champlain. En plus que je risque de trouver ce que je cherche, ben, je vais aussi avoir une belle expérience de magasinage. Et donc, on a pris l'engagement d'animer le regroupement de gens d'affaires, appuyé sur un plan de développement stratégique qui a été développé à l'issue d'une consultation. Donc, c'est pas quelque chose qui a été fait dans un bureau, c'est quelque chose qui a été fait vraiment dans un mode collaboratif. Fait preuve de créativité et d'authenticité. Puis on mise vraiment sur la collaboration. Puis ça, c'est vraiment, ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est vraiment un de mes souhaits qu'on puisse travailler ensemble, à aller plus loin, créer des leviers, partager des ressources, s'entraider. Et comme coopérative engagée dans sa communauté, ben, je siège sur la table de concertation du Vieux-Québec. Caroline siège sur d'autres instances, notamment Destination Québec-Cité. On siège sur la table du port de Québec. Donc, on est actif dans notre milieu. Et puis, on est dans le 40e et je vois déjà le chemin pour se rendre au 50e où on va léguer vraiment un patrimoine immobilier qui va être nickel parce que, vous savez, hein, comme tout, on a beau avoir rénové les bâtiments dans les années 70-80, ben, ils ont besoin toujours d'amour. Donc, on va leur en donner. On va travailler aussi à actualiser le modèle d'affaires, à le développer, à chercher donc à répondre à d'autres besoins de la collectivité à travers la coopérative pour que ce soit davantage résilient. Et puis, je reviens au grand rêve du Petit Champlain. Ben, on veut que le Petit Champlain soit un milieu de vie animé, un quartier commerçant attractif pour les gens de Québec, mais aussi pour les visiteurs qui viennent d'ailleurs au Québec ou de l'international et que ce soit vraiment un lieu où il fait bon se retrouver. Alors voilà, merci. Je reviens avec vous. Puis, André, merci Caroline. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite peut-être à ouvrir votre caméra pour cette partie-là. Nous sommes avec vous pour encore une demi-heure, donc n'hésitez pas. Il y a des questions virtuelles peut-être déjà, Catherine. Vous pouvez lever votre main virtuelle. Pour ceux qui ne savent pas, là, il y a un cœur en bas, réagir, cliquez là-dessus. Mettez la main, là, c'est lever la main. Comme ça, on va savoir qui a posé des questions, qui Ouais. est en ordre. Je peux répondre à la question de Catherine. Alors non, il Ouais. n'y a personne de la ville qui siège sur notre conseil d'administration. Donc, la coopérative, c'est vraiment une coopérative de producteurs. Donc, ce sont les commerçants qui siègent et la membre externe qui est reconnue pour son expertise. Par contre, on a des liens très étroits avec la Ville de Québec. La Ville de Québec nous a désigné une répondante qui, elle,
connaît toutes les ficelles à l'intérieur de la ville de Québec et qui a rendu possible des projets qui auraient été difficiles sans sa connaissance de la machine, comme un magnifique projet de gestion des matières résiduelles. Ça peut sembler banal, mais gérer des poubelles et du recyclage dans un quartier comme le Petit Champlain, c'est complexe. Il faut que le camion passe de bonne heure le matin. Et s'il ne passe pas, ben, c'est catastrophique parce que là, on a des poubelles avec les visiteurs dans un espace qui est restreint. Donc, l'idée, c'est d'amener les matières résiduelles au bout du quartier dans des containers qui sont dans une petite zone clôturée discrète. Ça sauve de l'énergie aussi à la Ville de Québec. Mais pour réaliser ça, ça fallait faire intervenir au moins 7 directions de la Ville de Québec. Ça a été très complexe et cette personne-là a été notre pôle. Et je souhaite Ben, ajouter, pour ce qui est du regroupement de gens d'affaires, la Ville va être présente aux tables de consultation, puis a participé activement à la création du plan stratégique que j'ai fait en collaboration avec Patrice Blais aussi, du consortium. Mais du côté regroupement de gens d'affaires, comme une SDC, il va y avoir plus de présence de notre conseiller du développement économique pour Mhm. se rallier au modèle SDC regroupement classique. Pour la coop gestion de parc immobilier, c'est comme le deuxième chapeau. Voilà. Ben, merci pour le sujet. J'avais vu un peu ta face tantôt, là, Caro. Fait que tu avais dit un Salut. peu un nom de la tête, là. Mais oui, tout à fait. C'est justement, c'est pour eux qui ne savent pas, je suis dans une SDC. Puis je me questionnais, c'était quoi un peu votre lien avec la ville? Je trouve ça super intéressant. Mais merci beaucoup pour la belle présentation. Juste par curiosité, c'est quoi le pourcentage du petit Champlain qui n'est pas dans la coop? Est-ce que vous Euh, savez? Petit Champlain comme tel, c'est environ à peine 10% des bâtiments du Petit Champlain. Puis là, l'autre côté, Place Royale, ben, c'est C'est principalement ça, la Fait que vous 10%. représentez 90% du territoire des bâtiments du petit Champlain. C'est ça. Exact. Caroline, dis donc les chiffres sur la proportion de commerçants, là. Ben dans le fond, c'est la même proportion là, tu sais, en termes de bâtiments de 29 immeubles sur environ 35. Du côté de Place Royale, dans le fond, ils ont 25 immeubles sur à peu près 27. Fait que l'alliance commerciale fait en sorte qu'on a une très, très forte représentativité de base pour mettre en place le regroupement non légalement constitué puis éviter la création de notre OBNL. C'est ça, parce qu'en même temps, là, ce que tu nommais, André, sur la gestion des déchets, c'est de l'ordre du municipal. C'est comme si vous étiez un village, là, finalement, littéralement, là. Oui, Mais dans un mode coopératif. c'est ça. Et ce volet-là de gestion des matières résiduelles, c'est vraiment la coopérative. Donc, pour l'instant, c'est vraiment juste les membres de la coopérative qui sont les participants à ce projet pilote-là. Donc, c'est des fois difficile de séparer ce qui est coopérative et ce qui est regroupement de gens d'affaires. Mhm. Au départ, c'était 100% coopérative. Puis Mm. avec donc le leadership pris dans le regroupement de gens d'affaires, là, il faut qu'on sépare des fois. Puis comme je disais, hein, pour la plupart des gens, ce qu'on voit, c'est le regroupement de gens d'affaires. La coop derrière est cachée parce que, bon, à part le petit logo sur les bâtiments, on ne le voit pas, là. Super intéressant. Greg, à vous. Oui, mais je suis curieux de savoir, ben, j'ai une couple de questions. La première, c'est comment que le modèle coopératif a vous aidé à vous développer, à peut-être chercher certains financements, une stabilité, un accueil dans la communauté, comme pourquoi ce modèle-là est bénéfique pour votre type de projet versus un OBNL versus d'autres modèles qui sont possibles. Donc ça, c'est une première question. Parfait. Alors, pour le modèle coop, c'est clair qu'il est, dans notre cas, préférable à l'OBNL parce qu'il y a un lien d'affaires très direct entre la coopérative et ses membres. Donc, tous les membres sont des locataires commerciaux. Et puis, il y a eu la notion d'investissement. On est dans un modèle d'affaires commerciales. Donc, c'est là que c'est très propice d'avoir le modèle coop. La force de la loi coopérative, sa clarté est aussi, je pense, un avantage dans ce type de projet-là. Le projet aurait sans doute pas été possible sous la forme d'un incorporé, considérant le fait qu'à l'époque, c'était je ne veux pas dire des petits artisans, c'était des artisans
qui avaient leur petite boutique, qui travaillaient sur place avec des revenus modestes, des artistes, donc c'est pas des gens qui avaient des moyens financiers importants. Et chacun, donc, déjà qu'il a fallu qu'ils mettent un montant en argent pour pouvoir créer la coopérative puis acquérir les bâtiments, mais ils ont pu avoir beaucoup de soutien pour acquérir les immeubles parce que c'était de l'entrepreneuriat collectif. OK, intéressant. Puis, un peu, tu nommes déjà de construire le pont là avec ta réponse, c'est comme, parce que en Gaspésie, on est des petits milieux, petits villages, c'est pas la même réalité que vous autres, mais j'essaie de pousser la conception de comme jumelage de logements avec les services, les commerces, garderies, comme pour avoir, répondre à multiples besoins dans un immeuble ou un petit quartier. Puis c'est difficile, selon les partenaires, de comme rejoindre ces types de projets-là parce que c'est des multiples sources de financement, multiples types de comme demandes, etc. Comme, selon votre expérience, comment rejoindre ces aspects-là? Vous avez une longue historique, bien sûr, mais comment répondre à multiples besoins, pas juste le Ouais. logement, pas juste le commerce, mais comme combiner plusieurs choses pour être plus adepte à répondre aux besoins de la communauté autour de vous. Oui. Je dirais que quand la coopérative a été créée, c'était relativement le même besoin. C'était de loger leur commerce. Donc, c'est eux qui ont accepté de mettre de l'argent pour créer la coopérative, acheter parce que c'était pour poursuivre leur affaire. Mm. Dans le cas de projet où il y a des parties prenantes différentes, Ouais. effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes. Je vous inviterais à aller voir ce qu'a fait la coopérative du Mont-Saint-Pierre en Gaspésie, qui est une coopérative de solidarité, Mm. ou encore la vallée du Bras-du-Nord, du côté de Portneuf, où on a aussi, c'est une coopérative de solidarité, des besoins qui ne sont pas les mêmes. Mais je pense que c'est possible de les concilier. Puis, c'est ça, selon faut trouver le modèle d'affaires finalement pour répondre aux différentes parties prenantes. Mm. OK. Merci beaucoup. Plaisir. Merci, Greg, pour la question. Anaïs, bonjour à vous. Bonjour, moi je me posais la question à des gens qui habitent les logements. En fait, je me demandais s'ils avaient un statut de membre, comment ça fonctionnait, puis combien il y a de J'ai plein de questions, je m'excuse. Combien il y a de personnes, puis est-ce que le modèle de la coopérative a permis aussi d'éviter l'inflation des loyers? En fait, les membres, donc les locataires résidentiels ne sont pas membres de la coopérative. La coopérative opère donc son parc immobilier avec des valeurs, je dirais, qui sont propres à l'économie sociale. Il y a bien sûr une hausse des loyers parce que on suit le tribunal administratif du logement pour l'augmentation, mais il n'y a pas d'objectif de faire des rénovictions ou d'augmenter les prix à tout casser. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un milieu de vie qui est dynamique, qui est animé, etc. Ok. Et ça représente environ combien de personnes, si vous savez? Ben, on a 42 appartements. Ah oui, quand même. Ok. Je pense qu'on n'a jamais fait de. Parce qu'on n'a jamais répertorié combien de personnes par appartement, mais j'imagine qu'on peut peut-être faire 1,3, 1,5 personnes par logement. Il y en a qui sont là depuis très, très, très longtemps. Il y a même des commerçants qui sont devenus locataires et puis qui ont fait, qui ont pris leur retraite et qui sont toujours dans les quartiers. Et c'est un quartier qui est, je pense, agréable à habiter. En tout cas, j'ai Oui, une de mes anciennes collègues de classe qui a pris un logement et qui est tellement heureuse. Vas-y, oui. Caroline. Puis c'est super intéressant de voir à quel point est-ce que les loyers sont tout à fait raisonnables en termes de prix, là. Tu sais, veux pas, on garde la philosophie coopérative dans tout ça aussi. Puis c'est vraiment abordable de pouvoir habiter dans le quartier, d'offrir à ces gens d'ici là, l'opportunité de vivre le petit Champlain. C'est vraiment comme un village. Parce que passer, disons, 13 heures, de 13 à 16, il y a comme une espèce, surtout plus l'été, là, il y a comme un boom où il y a plus de gens.
Mais le matin, quand on arrive puis qu'on sent vraiment, on voit les résidents, on voit les commerçants préparés, tout passer le balai devant chez eux, puis tout redécorer, puis les résidents qui se promènent avec leur commission, tu sais, on se sent vraiment comme dans un petit village ici, là. C'est super le fun. Moi, quelque chose que j'aimerais mesurer un jour, comme l'a fait le monastère des Augustines, c'est l'impact du patrimoine sur les gens qui vivent ici. Parce que, ben moi, si je tourne ma tête par là, je vois que le traversier arrive, puis quand je sors du bureau, de l'autre côté, je vois le château Frontenac. Ok. Je pense que ça doit avoir un impact sur le niveau de bonheur. Certain. Ça Merci. répond à votre question, Anaïs? Oui, super, merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une question? Oui, Jimmy, salut, ça va? Salut, À ça toi. va, vous autres? Yeah. Content de vous voir. Ben ouais, même C'est chose. vraiment, vraiment intéressant. C'est ça. Caroline, ça fait plaisir de te revoir. Je pense que ça doit faire une dizaine d'années que je t'ai pas vu. On est allés au secondaire ensemble, Caroline. Oh ben, Ah bien. Imagine, André, ça me fait plaisir. La question, c'est est-ce qu'il y a un autre modèle similaire qui a été représenté ailleurs au Québec-Canada? Parfois, j'entends ça aussi immersif dans un quartier, puis d'avoir autant de missions porteuses. Est-ce que jusqu'à ça existe maintenant, ailleurs? personne nous a confirmé qu'un modèle comme celui-là existait. Je suis quand même à l'affût pour savoir s'il y en a d'autres ou des modèles similaires. Mais en prenant la direction de la coopérative, je me suis donné comme mission de faire connaître le modèle parce que je suis convaincue que ce modèle-là pourrait être fort inspirant pour des cœurs de village qui s'effritent ou encore pour des rues commerciales qui voient les commerces partir fermés parce que les loyers augmentent, puis ils sont plus capables de tenir. Je pense vraiment que le modèle, puis tu sais, le fait que la coopérative est propriétaire de 29 immeubles, ben ça fait qu'il y a une influence positive aussi sur le reste du tissu urbain. Je pense que ça peut être inspirant pour les propriétaires privés qui ne sont pas dans le coop de se dire, ben, je vais essayer d'entretenir mon bâtiment moi aussi. Mais on voit que c'est difficile parce que c'est quand même des spécialités d'entretenir des bâtiments patrimoniaux, en tout cas dans notre cas, puis c'est très onéreux. Donc, nous, on travaille avec vraiment un architecte et un ingénieur spécialisés en patrimoine. Puis fait intéressant, on rencontre des gens de partout dans le monde là, qui viennent nous demander comment que ça se fait, Mhm. comment qu'on fait, quel est notre modèle, quelles sont nos recettes secrètes. Puis bref, ça fait 10 ans que je suis à la coopérative, 11 maintenant. Puis moi non plus, j'ai pas trouvé rien Il y a des similitudes avec d'autres modèles, mais de pareil, j'ai pas trouvé encore. Puis j'ai vraiment le souhait que ça puisse être reproduit ailleurs. Puis on a la preuve que c'est viable, là. On a le beau 40 derrière André d'ailleurs qui le prouve. C'est pas C'est le encore même possible dans mode. un contexte économique actuel. Est-ce qu'il faut se parle de la base et d'un groupe citoyen, tu sais, c'est tellement d'initiatives. Je me demande si la reproductibilité de nos jours, considérant les coûts et tout. Ben, tu vois, je pense à un autre exemple totalement différent, c'est les jardins de cocagne en Estrie. C'est un OBNL, une ferme OBNL. Puis l'objectif, c'était donc de sortir cette ferme-là de la spéculation foncière et de permettre à des jeunes de cultiver la terre sur des petites parcelles puis d'expérimenter. Cette idée-là de se regrouper et puis pour travailler ensemble, en tout cas, moi, je vois du potentiel là. Clairement. Mais je mettrais aussi, puis si c'est à une autre échelle, mais la Société de développement Angus, Ouais. sur le projet du Technopole Angus, tu sais, c'est une OBNL propriétaire de centaines de logements en location, plus responsable de dizaines de locaux commerciaux. Évidemment, je pense pas qu'ils ont, tu sais, la différence, elle est dans les valeurs coopératives. On n'est pas, c'est pas du tout ça. Par contre, c'est intéressant de voir quand même un développeur immobilier à but non lucratif qui fait du développement, de l'aménagement de territoire. Ils sont mandatés aussi pour l'Est de Montréal, entre autres. Fait que, je pense qu'on voit des modèles c'est métis, entre autres, qui sont, je sais pas s'il y a ils deviennent propriétaires ou s'ils font de la location, mais on voit de plus en plus d'OBNL qui font de l'aménagement du territoire. Fait que ça, c'est comme une tendance lourde. Salut Catherine. Hello, hello, je reviens. Je reviens avec mon exemple de Saint-Roch. Puis ça va être vraiment le fun, là, André puis Caro. Je pense qu'on a plein d'idées qui pourraient être super intéressantes. Pour les personnes qui connaissent moins bien Saint-Roch, en ce moment, la vacance commerciale, elle est à son maximum. Puis on est vraiment comme un centre-ville qui, en ce moment, il y a de la difficulté à retrouver des commerces, notamment parce que c'est des super grosses superficies. Pourquoi j'apporte ça? C'est que moi, depuis que je suis en poste, j'ai créé un comité de développement commercial pour essayer d'amoindrir tout ça puis d'avoir une stratégie intéressante à développer.
Puis notamment, on a travaillé, ou en tout cas, on réfléchit du moins avec une organisation qui s'appelle l'Engrenage, qui, eux, aimeraient qu'on aille plus en mode coopératif. Là, après ça, c'est sûr, moi, niveau CA, etc., je travaille avec des propriétaires immobiliers, donc il va falloir quand même trouver comment on peut collaborer dans tout ça, mais je pense qu'il y a un beau champ qui pourrait, de collaboration, puis que vous pourriez peut-être nous aider dans tout ça, là, ça pourrait être super intéressant entre coop et SDC. Oui, C'était tout. avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, tu sais, nos membres, c'est des gens d'affaires. Fait que, en fait, dans n'importe quel. En fait, une coopérative, il y a tout le temps des conflits d'intérêts, là. Là, dans notre cas, c'est les commerçants. Fait que c'est sûr qu'eux, ils ont tout intérêt à payer le moins de loyer pour faire le plus d'argent. Par contre, il faut Vraiment. toujours garder en tête qu'il faut que la coopérative, ben, elle puisse être pérenne et répondre aux besoins. Donc, c'est un petit jeu à établir et le lien d'affaires est clair. Et puis, pour avoir été en affaires moi-même, tu sais, et dans des OBNL aussi, tu sais, je suis à même de comprendre cette dualité-là entre l'individuel et le collectif. Puis, il faut que l'ensemble des parties prenantes ben, soient gagnantes. Exact. Juste par curiosité, Catherine, est-ce que vous avez exploré le transitoire comme outil d'attractivité du quartier? Par quel sens, transitoire? Ben, dans le fond, tu sais, Jimmy du LLIO avec Entremise puis rue principale, on avait travaillé un projet pendant 3 ans pour voir comment le transitoire, c'est-à-dire, tu sais, par exemple, normalement, c'est des loyers de plusieurs années, tu sais, 1 an, OK, plusieurs oui. années, fait en sorte qu'il y a une barrière à l'entrée pour quelqu'un qui voudrait venir explorer des modèles d'affaires. Est-ce que vous avez considéré, par exemple, prendre un local que vous avez, puis de tester des pop-up shops puis des expériences pour voir si Tout ça à s'accroche, puis fait. qu'après, il embarque, tu sais? Oui, dans le fond, ben, si vous l'avez parlé, c'est juste, j'ai dû quitter un petit moment, fait que c'est peut-être pour ça. Mais oui, dans le fond, j'ai fait une proposition à un groupe immobilier quand même majeur, je vais dire, au niveau de Saint-Roch. Puis on est allé en 3 étapes. Fait que c'est habillement des vitrines, habillement des espaces vacants, notamment avec boutique éphémère ou autre. On va faire notre première tout prochainement en juin. Avec le gros, anciennement local, l'accordé, là. Fait que c'est quand même, si vous connaissez, Mhm. c'est une énorme superficie. Puis ça va être vraiment DJ, nourriture, gros marché urbain avec nos artisans locaux. Fait qu'on essaie d'avoir ce côté-là aussi plus humain, on va dire, parce que c'est un quartier à échelle humaine. Et ben, éventuellement, le feu Benjo, comment est-ce qu'on peut pas créer un peu un hall européen, fait qu'avec du coworking, développer justement ce côté-là des personnes qui sont peut-être plus là 6 mois, mais d'autres qui sont là 1 mois, 3 mois, ben, encore une fois 5 mois. Puis après, on peut peut-être les attirer s'ils testent le marché, puis s'ils trouvent ça intéressant, de les attirer ailleurs dans d'autres petits commerces. Fait que oui, je travaille là-dessus. Extraordinaire. Super, Mais on peut super pas en initiative. Good job. discuter. S'il y a des gens que ça intéresse, moi, je suis preneur, j'aime bien jaser. Je trouve que c'est comme ça qu'on fait les meilleures idées. Super, Catherine, absolument. Monsieur CDROL, bonjour. Comment vous appelez-vous? Oui, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon nom. Fait que, la coopérative de développement régional Ottawa-Laurentides, en fait, on parlait de la possibilité de répliquer ce genre de modèle-là, là, ce qui semble quand même pas nécessairement évident. Mais de ce que je comprends à la base, c'est aussi venu beaucoup du souffle des deux fondateurs, Jacques et Jerry, qui, au moment de prendre la retraite, j'imagine qu'ils auraient pu aller avec des fonds spéculatifs ou autres pour pouvoir revendre au plus cher, puis il y avait plutôt des valeurs à vouloir redonner aux résidents du quartier, là. Oui, il y avait une certaine pression sociale là, pour que ça reste local. Puis, avec l'effervescence de toute leur créativité, on finit par développer ce modèle-là coopératif. Parenthèse, aujourd'hui, j'ai siégé sur une table de réflexion avec Paul Sédec, là, parce que je suis sur le CA du pôle, le pôle CN. La SEDEC pourrait être un bon appui pour des gens qui souhaitent développer une coopérative avec un modèle similaire au nôtre. Donc, ça pourrait être une piste à explorer. Mais oui, en effet, là, il y a eu beaucoup d'appui de Jacques et Géry, mais il y a aussi, là, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas étourdir personne, mais il y a aussi eu l'appui des non-membres. À l'époque, il fallait 50 signatures, puis il a fallu aussi des gens, par exemple, le funiculaire a été une partie prenante dans la création de ce qui était à l'époque la première coopérative, puis par la suite, ça s'est resserré. Où il y avait que les membres qui étaient occupants des locaux de la coop. Donc, le modèle a bougé là, au fil des années. Mais en effet, il a fallu, comme a priori, vraiment un souhait collectif de se rassembler pour acquérir, puisque ce n'était pas possible pour eux d'acquérir leur immeuble. Mais ils se sont regroupés pour pouvoir avoir du soutien puis une hypothèque. Voilà. J'ai envie de vendre la mèche. On organise une soirée spéciale pour le 40e anniversaire et nous allons présenter l'histoire de la coopérative
avec 12 acteurs, 12 personnes qui ont contribué à son histoire, des membres fondateurs jusqu'à... on va terminer avec l'avenir. Et donc, en parlant à des anciens, on a levé de la poussière pour réaliser que l'histoire de la coopérative, elle n'était pas écrite et qu'il y avait des informations très intéressantes et instructives à aller chercher. Donc, mon conseil d'administration a accepté que tranquillement, pas vite, on mette les pierres à la rédaction d'un livre pour raconter l'histoire de la coopérative et bien sûr avec une déclinaison sous différentes formes pour vraiment aller chercher de l'information qui soit utile. À titre d'exemple, quand la coopérative a été créée, il n'y avait pas de modèle, les gens n'étaient pas spécialistes et puis ben, en cours de route, ils ne se rendaient pas compte qu'il fallait peut-être charger un petit peu plus cher de loyer, puis qu'il fallait charger des frais d'exploitation. Puis oui, si on veut faire la promotion, il faudrait charger des frais de promotion. Alors, ça a été... la coopérative a été créée en 85, puis en 88, il y a eu besoin là, d'un bon resserrement pour pas que la coopérative aille en faillite là, parce qu'elle n'avait pas suffisamment de revenus. Donc, on a un homme d'affaires qui est le fondateur du Cochon d'Inde, qui savait compter et qui a participé donc à l'instauration de la politique des frais d'exploitation et la création du fonds de promotion. Alors, la semaine prochaine, je vais avoir le plaisir de dîner avec lui puis un autre qui est intervenu à 3 moments dans l'histoire de la coopérative en faisant différentes interventions. Donc, si on pouvait donner les conditions de succès à la création ou au développement d'une coopérative, je pense que ce serait utile pour tout le monde. Puis il y a tellement d'histoires liées à la coop. Le cochon d'Inde vient du Petit Champlain à l'époque. Monsieur Gauthier est tombé en amour avec une pointe de gâteau qui est justement mis à l'honneur cette année dans le cadre du 40e anniversaire, le gâteau aux carottes du cochon. Puis on participe à la restauration du local comme tel, de ce cochon d'Inde-là, Petit Champlain. Puis de là est né Resto Plaisir et tout le reste. Puis je vous invite à aller voir le documentaire sur notre plateforme YouTube, là. Il y a vraiment plein de petits détails que j'ai pas eu l'occasion de nommer. Par exemple, ils ont dû faire un sit-in pour avoir la terrasse. Ils ont été en prison pour une terrasse. Mais on a une terrasse au cochon d'Inde. Ben, je vous inviterais à venir vous promener dans le Petit Champlain. Puis là, effectivement, le 40e, tout le monde a fait quelque chose au Casse-Croûte, le petit restaurant Casse-Croûte. Il y a un hamburger spécial. Chez Martineau, il y a des sacs spéciaux. Martineau, en passant, c'est des souliers et des bottes qui sont faits à Québec. Nous avons un commerce qui s'en vient. J'ai le droit de le dire, Caroline? Oui, c'est annoncé notre communiqué Il est parti, là. Donc, nous allons accueillir Maison Été, une boutique concept portée par la compagnie québécoise de Québec, Other Sea, spécialisée dans les maillots de bain et les vêtements balnéaires, qui a fait une association avec 13 Club, Club. des vêtements usagés, dans le fond. Ça va Oui, être une alors, boutique sur 2 étages. dans l'esprit du upcycling, après ça, vous faites de la course, il y a les chaussures Norda qui sont faites au Québec. Sont super top, là. Vous allez voir comment je vais courir vite cet été, là. Et puis, voilà. Donc, on a tous des beaux commerces comme ça, tu sais, avec des choses qui sont distinctives. C'est ce qu'on recherche. Ça suit la mission de la coopérative, puis chaque commerce est choisi par le CA suivant vraiment une politique d'attribution de local, puis suivant l'offre qui pourrait être complémentaire et qui pourrait rejoindre premièrement une clientèle locale et deuxièmement plaire à la clientèle touristique qui est au final à l'affût d'authenticité puis de produits originaux au-delà des produits souvenirs. Donc, dans les locaux de la coopérative, il n'y a pas de boutique de souvenirs à proprement parler, c'est vraiment des commerces comme Creator ici, on a le théâtre, on a Martineau, on a des restaurants qui ont été choisis. Donc, on s'assure aussi d'une conformité du mix marchand, au moins pour avoir une belle qualité de l'offre sur le territoire. Splendide. Alors, il est 12h57. Donc, ben, écoutez, André, Caroline, merci énormément de votre temps, de votre présence, de votre générosité. C'était super intéressant. C'est un projet extraordinaire, honnêtement. C'est le niveau de complexité est énorme, mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec l'expérience que vous avez accumulée dans l'organisation, la sagesse, il y a beaucoup de bonnes pratiques là, qui ont été partagées aujourd'hui. Fait que je vous remercie énormément. On va partager à tous les participants, à ceux qui se sont inscrits, puis à travers tout le monde, là, si jamais
vous n'avez pas déjà rejoint le groupe Facebook des Forces fraîches ou si vous n'êtes pas dans l'infolette des Forces fraîches, on présente des cliniques à tous les 2, 3 semaines. La prochaine, elle est le 7 mai et c'est avec Anthony qui est dans le fond, qui fait le titre, c'est Changer notre rapport à la nature pour mieux s'intégrer au territoire dans un monde où l'environnement est négligé, surexploité, un changement profond quant à notre relation envers la nature est essentiel. Et donc, l'idée, c'est une clinique qui vise à faire découvrir le potentiel de l'aménagement écosystémique, une solution efficace pour mieux s'intégrer au territoire et réduire notre impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Donc, tout ça va être partagé à travers l'infolettre. Et pour ceux qui sont sur Montréal, soit dit en passant, les Forces fraîches, on a collaboré avec CIBL pour faire notre premier podcast. On a produit notre premier podcast pour CIBL sur le quartier latin. Ça s'appelle Voix et écho du quartier latin. Et on va le diffuser au public lundi de midi à 13h sur les ondes de CIBL. Puis de 13h à 14h, on anime une conversation avec Marie Grégoire de la BANQ, Louise Richer de l'École nationale de l'humour, Julien Vaillancourt de la SDC du quartier latin et Priscilla Ananian, qui est vice-rectrice à la revitalisation du quartier latin. Et donc, cette discussion-là, ça va permettre de partager tous les développements du quartier latin, leur vision et ce que c'est un quartier apprenant. Sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique journée. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Est-ce journée. André, est-ce que tu veux